Gaël Durand, donc, qui est directeur adjoint au laboratoire de glaciologie de Grenoble, va nous parler justement des calottes polaires et leur contribution au niveau marin. Donc, bonjour, merci pour l'introduction, merci, il faut s'allumer, vous m'entendez? Oui, merci pour l'invitation à venir présenter l'état des connaissances sur les calottes polaires, que ce soit le Groenland ou l'Antarctique, l'impact qu'elles peuvent avoir sur le niveau des mers dans un futur proche et les incertitudes qu'on a sur les processus observés. Avant de regarder le présent et le futur, c'est toujours intéressant de jeter un œil sur le passé. Et vous avez ici, il y a un pointeur, c'est ça? Bouton jaune. Et donc vous avez ici l'évolution du niveau de la mer, non plus sur des milliers d'années, mais sur les 25 derniers milliers d'années. Et lors du dernier maximum glaciaire, le niveau de la mer était globalement 130 mètres plus bas qu'il ne l'est actuellement. Et ceci s'explique très bien parce que deux énormes calottes polaires reposait sur les continents de l'hémisphère nord. Des glaciations, on arrive au niveau de la mer qu'on connaît, avec des événements particuliers, et tout particulièrement le Meltwater Pulse 1A, où au cours de quelques 500 ans, le niveau de la mer a bondi de 20 mètres, ce qui fait un taux d'élévation qui est un ordre de grandeur plus élevé que ce qu'on observe aujourd'hui. Donc on voit bien à partir de cette simple courbe que les calottes polaires sont le grand pacemaker qui donne les grands rythmes du niveau de la mer. Et pour saper, je vais là. Donc voici les calottes qui restent aujourd'hui, le Groenland au nord, l'Antarctique au sud. Vous voyez ici l'évolution, enfin les vitesses de surface telles qu'elles sont mesurées. Ces calottes se forment par accumulation de neige sur le continent. Cette neige se compacte, devient glace, s'écoule sous l'effet de son propre poids, à des vitesses qui sont de l'ordre du millimètre par an pour les parties les plus centrales, se canalisent dans ce que l'on appelle des fleuves de glace ou glaciers émissaires, qui, eux, s'écoulent à des vitesses de l'ordre de kilomètres par an pour finalement se déverser dans la mer. Ces glaciers émissaires sont le principal exutoire naturel de la masse des calottes. Et on a observé depuis maintenant une vingtaine d'années une accélération de bon nombre de ces glaciers émissaires, tant et si bien qu'aujourd'hui, ces deux calottes contribuent de l'ordre de grandeur de 1 mm par an au niveau de la mer, 2 tiers pour le Groenland et 1 tiers pour l'Antarctique, la contribution de l'Antarctique venant essentiellement de la partie ouest, que ce soit la péninsule ou le secteur d'Amundsen ici, je reviendrai dessus. Donc dans cet exposé, je vais tâcher de vous expliciter quels sont les processus dynamiques qui sont à l'origine de ces accélérations sur les glaciers émissaires. Qu'est-ce qu'on en comprend? Quelles sont les incertitudes? Comment on les modélise? Quelles sont les projections et les incertitudes sur les projections qu'on peut en faire? On va commencer par le Groenland. Donc ici, une carte un petit peu compliquée, mais je vais rapidement l'adresser et je ne rentrerai pas dans le détail. Chaque point rouge donne une idée pour chaque glacier émissaire autour du Groenland de la différence de vitesse entre 2000 et 2005 dans les cadres noirs et entre 2005 et 2010 dans les cadres rouges. Il y a un pattern général qui est évident. On voit donc des tonalités rouges, notamment dans le nord-ouest et puis sur la côte est du Groenland, montrant qu'il y a une accélération sur ces 10 années. Si on regarde plus en détail, on peut remarquer des variations régionales, donc des glaciers qui sont voisins, certains peuvent accélérer et son voisin à côté peut ralentir sur une même période, alors qu'a priori ils ont un forçage climatique qui est somme toute très proche. Et puis également des variabilités temporelles, par exemple le glacier de Kangerlussuaq ici, qui est un des 3 principaux glaciers exutoires du Groenland, qui a fortement accéléré entre 2005 et 2010, 2000 et 2005 pour ralentir sur les 5 ans qui ont suivi. Donc ici, je vais essayer de résumer quels sont les processus qui sont à l'origine de ces accélérations et pourquoi il y a une telle variabilité et ce qu'on en comprend. Donc comme je l'ai dit, les glaciers émissaires se jettent à la mer. À partir du moment où ils traversent la grounding line, donc la ligne d'échouage en français, ils se mettent à flotter sur l'océan et donc à contribuer au niveau marin. Il y a 2 points importants qu'il faut noter. Le premier, un petit peu technique, c'est que le flux de glace à travers la ligne d'échouage, le portail à la ligne d'échouage, donc le flux de glace qui va aller contribuer au niveau marin,
et fonction de l'épaisseur de glace à cet endroit-là à une certaine puissance, proche de 5, donc extrêmement sensible à l'épaisseur de glace. La conséquence, c'est que si la calotte se trouve sur une pente rétrograde, comme ici, donc qui s'enfonce à mesure qu'on va à l'intérieur du continent, si la calotte commence à perdre de la masse, à réduire son extension, la ligne d'échouage va reculer, mais va se retrouver à un endroit où l'épaisseur de glace est plus importante, donc son flux sera d'autant plus important, etc., etc. C'est un mécanisme de rétroaction positive, c'est ce qu'on appelle la stabilité des calottes marines. Et je reviendrai dessus par la suite. Ensuite, extrêmement important, ces glaciers sont canalisés, que ce soit à l'intérieur de fjords pour le Groenland ou en remplissant complètement des baies pour l'Antarctique. Et cette glace qui est flottante va exercer un effet d'arc-boutant sur l'écoulement en amont. Donc cette glace va ralentir l'écoulement. Si vous modifiez la glace qui flotte, vous modifiez l'écoulement, vous l'accélérez ou vous le ralentissez suivant le cas échéant. Les processus pour modifier cet effet d'arc-boutant sont assez évidents. C'est ceux qui vont modifier la géométrie de la partie flottante. Le plus simple d'entre eux, c'est le vélage d'iceberg. Vous allez raccourcir la langue flottante, raccourcir l'effet de retenue de la glace en amont, et le glacier va pouvoir s'écouler plus vite. Ce processus, le vélage, il est quantitativement très mal compris, il est très mal modélisé. Les modèles 3D ont énormément de mal à reproduire les observations, et les approches sont essentiellement suivant des modèles d'écoulement, le long d'une ligne d'écoulement, ce qui pose un problème, puisqu'on voit que le vélage va influencer l'effet d'arc-boutant, qui lui-même est un effet transverse. Donc il y a déjà une difficulté. La deuxième façon d'affecter la géométrie de la partie flottante, c'est en fondant cette partie flottante. C'est le principal driver des changements qui sont observés aujourd'hui. Et puis on peut compliquer à l'envi. Typiquement en hiver, vous avez de la glace de mer qui vient se former, qui vient agréger les icebergs, notamment dans les fjords groenlandais, et ce mélange va influencer lui-même le vélage, et donc ces processus sont intimement liés. Et là, je n'ai parlé que des processus dynamiques. Vous avez évidemment des processus de surface, c'est-à-dire que la neige tombe. Elle peut plus ou moins tomber, et éventuellement, au Groenland, elle fond. Cette fonte va également impacter la dynamique de deux manières essentiellement. La première, c'est ce qu'on appelle la lubrification basale ou le Zwally effect dans la communauté. L'eau de fonte va s'introduire dans des moulins, modifier la friction à la base et donc moduler le glissement. Et la quantité d'eau douce qui va arriver, modifier la circulation dans le fjord, qui va elle-même modifier le taux de fonte, etc., etc. Un autre effet important est ce qu'on appelle l'effet, la rétroaction surface-élévation. Elle est très simple à comprendre. Si vous fondez plus la glace, ou si vous avez une accélération dynamique qui fait que la calotte diminue en altitude, il y fait a priori plus chaud. S'il y fait plus chaud, elle fond plus. Essayer de déconvoluer les causes des conséquences reste parfois, pour certaines choses, des questions ouvertes. Si on regarde donc les projections du Groenland. Donc, comme je l'ai dit, un certain nombre des projections de la dynamique du Groenland. Un certain nombre d'incertitudes. Les modèles d'écoulement tridimensionnels ne sont pas très performants pour des raisons de résolution. Les fjords font quelques kilomètres de large, et c'est des processus qui sont sous maille. Le vélage est mal représenté dans ces modèles, donc on a plutôt des approches en ligne d'écoulement sur les glaciers principaux, donc un problème pour passer à l'échelle sur l'ensemble du continent. Et les rétroactions entre l'atmosphère et la dynamique sont peu ou pas prises en compte. Ici, typiquement, vous avez un papier de Nick et al. Sorti dans Nature en 2013 qui est une des grandes références et reste encore une des grandes références sur les projections dynamiques. Vous voyez typiquement, c'est un modèle d'écoulement bidimensionnel le long d'une ligne d'écoulement qui présente pour les 4 glaciers principaux l'évolution pour les 200 prochaines années de la surface du noir vers le rouge, comme de la vitesse de la surface du noir vers le vert. On peut remarquer d'ailleurs que le socle, comme je le mentionnais déjà, est extrêmement important, puisque les zones où le glacier a tendance à se stabiliser correspondent systématiquement à des zones où le socle remonte. À partir de cette étude, notamment, et d'un certain nombre d'autres, l'IPCC a conclu
dans son dernier rapport, que la hausse du Groenland à l'horizon de 2100 devrait être comprise entre 14 et 85 mm, en fonction du scénario d'émission ou en fonction des incertitudes, que le processus d'élévation, de feedback entre l'élévation et la surface rajoutait 15% si on en prenait en compte, et que les processus de lubrification basale étaient importants à l'échelle locale, mais qu'à l'échelle globale étaient probablement négligeables en regard des autres incertitudes. Si on regarde les choses à plus long terme, vous avez ici l'anomalie de température par rapport à la période pré-industrielle et le volume de glace sur le Groenland. Les simulations montrent qu'il existe 3 états stables du Groenland qui sont un proche de l'actuel jusqu'à un où le Groenland est pratiquement complètement déclassé et une situation intermédiaire. Les meilleures estimations aujourd'hui donnent cette limite seuil qui conduit à une déglaciation du Groenland à une température qui est entre 1,5 et 3 degrés au-dessus, enfin en anomalie par rapport à la période pré-industrielle, avec la valeur la plus raisonnable étant autour de 1,6 degrés. Et bien sûr, pour ce qui répond partiellement à la question qui a été posée, la manière dont on passerait de cette calotte à celle-ci ou celle-là en fonction de l'anomalie de température, la durée est fonction de la magnitude, de l'amplitude de la perturbation et également de sa durée. Et ce chiffre en plusieurs siècles, milliers d'années. L'Antarctique, si on résume les changements qui ont été observés ces 20 dernières années. En péninsule d'abord, depuis le nord de la péninsule jusque vers le sud, démantèlement des plateformes, que ce soit le Larsen A en 1995, suivi par le Larsen B en 2002, et le Larsen C qui a aujourd'hui une énorme fracture et qui est sur haute surveillance. Je vous rappelle que ces plateformes retiennent la glace en amont. La conséquence, c'est que les glaciers émissaires qui étaient ici ont vu leur vitesse accélérer. Certains, pour le Larsen B, ont vu leur vitesse multipliée par 8. Autre région où il y a eu des observations importantes et où la contribution est importante, c'est le secteur d'Amundsen, avec le glacier de Pine Island et le glacier Thwaites, qui, depuis une vingtaine d'années, ont accéléré, perdent de l'élévation et voient leur ligne d'échouage reculer. L'Antarctique a une particularité. Ici, c'est l'élévation du socle. Tout ce qui est vert se trouve sous le niveau de la mer. Et devient plongeant à mesure qu'on va à l'intérieur du continent. C'est somme toute normal, c'est une réponse isostatique de la croûte. C'est pas du tout atypique d'avoir ça sous une calotte. Donc, en conséquence, le processus d'instabilité des calottes marines dont j'ai parlé tout à l'heure peut être potentiellement prégnant sur le secteur ouest de l'Antarctique. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on se doute de ça depuis le début des années 70. On commence à avoir de plus en plus de signes et de confirmations qu'elles soient théoriques ou numériques. Et puis, il y a également ce secteur-là de l'Antarctique de l'Est qui est très largement sous le niveau de où le socle est très largement sous le niveau de la mer et également plongeant à mesure qu'on va à l'intérieur. Ce processus d'instabilité des calottes marines, illustré ici sur une simulation du glacier de Pine Island, donc le glacier qui aujourd'hui est le plus en déséquilibre en Antarctique. Vous voyez sur les couleurs la vitesse de la surface. La ligne jaune correspond à la ligne d'échouage, ce sont des courbes de niveau en noir, et l'écoulement se dirige vers vous. On va appliquer une perturbation en fonte, qui va avoir pour conséquence, si je trouve la flèche, d'amincir le glacier, puis subitement le glacier recule avant de se stabiliser plus en amont une fois qu'il a franchi la tranchée, et on voit après se propager l'anomalie à l'intérieur. Si on regarde plus précisément les résultats de ces simulations, donc c'est un travail qui avait été conduit avec 3 modèles différents, indépendants. Les 3 modèles ont effectivement des différences dans leurs résultats, mais les conclusions que je dresse ici sont robustes sur les 3 modèles. Donc à gauche, c'est la perturbation en fonte. Dans le panneau du haut, vous voyez le changement d'air posé, c'est-à-dire que quand vous avez une valeur négative, l'air posé du glacier diminue, donc la ligne d'échouage a reculé. Vous avez sur le second panneau la contribution, la contribution annuelle
à l'élévation du niveau de la mer de ce seul glacier en fonction des scénarios. Et ici, vous avez des lignes d'échouage assez typiques et vous voyez en fond ce socle qui plonge, qui devient plus profond vers l'intérieur. La ligne noire correspond à la ligne d'échouage telle qu'elle était mesurée dans les années 95. On fait une perturbation en fonte, raisonnable par rapport aux observations et aux mesures, certes sporadiques et complexes, puisque c'est quand même pas très accessible que l'on a. On voit la grounding line, la ligne d'échouage légèrement reculée, et puis tout d'un coup, un saut et un pulse dans la contribution au niveau des mers de ce glacier, et puis une relative descente, mais une valeur qui reste plus haute longtemps. Oui, parce que la ligne d'échouage se trouve dans un endroit qui est plus profond, que le flux est fonction de l'épaisseur à la puissance 5, donc comme c'est plus profond, le flux sera nécessairement plus fort. Typiquement, cette bascule-là, quelle que soit la perturbation que l'on fait, elle se passe lorsque la ligne d'échouage franchit cette ligne rouge. Dès qu'elle bascule, elle va sauter ici. Et la dernière position de la ligne d'échouage telle qu'elle a été mesurée en 2011 est ce point, cette ligne violette ici. Et donc, on se trouve au milieu de l'instabilité. Ce qu'il y a de fantastique avec un modèle numérique, c'est que quand le changement climatique nous fait peur, on peut éteindre le changement climatique et donc enlever la perturbation en fonte. Donc à partir du moment où cette perturbation en fonte est initiée, juste un an après avoir passé cette ligne, on coupe la fonte. On la ramène à son niveau initial. Et bien malgré ça, le glacier continue à descendre et pour qu'il soit capable de réavancer, il faut diminuer la fonte d'un facteur 2 à 10, suivant les modèles, par rapport à ce qui est observé aujourd'hui. Donc très vraisemblablement, ce glacier est lancé dans une période d'instabilité, avec un retrait d'une 50aine de kilomètres. Et les modèles, par contre, divergent sur le futur de ce glacier une fois qu'il est là. Certains se stabilisent, d'autres continuent leur retrait plus ou moins vite. La question reste ouverte. Alors, si oui, je voudrais bien. Ouais, non, c'est pas très grave. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose qui est assez intéressant. C'est le même graphique qui est posé ici, où on voit la contribution au niveau de la mer. C'est que quelle que soit l'amplitude de la perturbation, finalement, elle a le même signal. Elle se retrouve juste décalée dans le temps. C'est un mécanisme à seuil, en fait. Là, le glacier, dans un régime, on peut le perturber autant qu'il veut. C'est sa réponse qui est propre. Donc, tout ce qui va changer dans l'amplitude, c'est à quel moment on démarre cette bascule. Donc, ce qui répond aussi à la question qui était posée tout à l'heure, c'est extrêmement difficile de savoir le rythme, puisque soit on est dans un état où tout va bien, soit d'un seul coup, on bascule dans un état où les choses s'emballent. Ici, vous avez à droite une étude qui a suivi, publiée dans Science ou Nature, je ne me souviens plus, en 2014, qui montre sensiblement la même chose. J'ai un peu étiré pour avoir sensiblement, ou en tout cas à l'œil, la même échelle verticale. Le glacier de Thwaites, le voisin, qui est un très gros voisin. En bleu, donc pour m égale 1, ce sont les conditions actuelles telles que mesurées, et puis des perturbations de la fonte plus ou moins fortes. Et là, on voit, pour ce glacier également, cette forme typique de pulse, décalé dans le temps et qui redescend. Et puis si on prolonge plus dans le temps, si vous allez dans le Supplementary Materials, vous voyez que pour les conditions actuelles, après plusieurs siècles, on observe également ce panel, et puis des contributions qui peuvent monter jusqu'à 1 mm de contribution par an pour ce seul glacier d'Antarctique de l'Ouest. Donc il semble de plus en plus vraisemblable que ces deux glaciers dans le secteur d'Amundsen soient dans les premiers stades d'un retrait auto-entretenu. Quelles vont être les contributions à l'échelle des 2 siècles à venir? Donc ici, vous avez le résultat principal de, à mon sens, en tout cas la plus récente et la plus aboutie projection de la contribution dynamique de l'Antarctique à l'élévation du niveau des mers. Donc c'est un modèle grande échelle qui a été forcé sur son retrait avec des considérations glaciologiques, qui prend en compte les incertitudes du modèle, puisqu'on va tester différentes lois de friction, les incertitudes sur les observations, on va bruiter le bruit. À travers ça, on va faire 3000 runs. Ces 3000 runs donnent un ensemble qui permet d'évaluer la contribution en fonction du temps, la densité de contribution, et puis contraindre cet ensemble avec une approche bayésienne par rapport aux observations qui sont aujourd'hui.
il apparaît qu'à l'échelle de 2100, l'Antarctique devrait vraisemblablement pas contribuer pour plus de 30 cm du niveau des mers à lui tout seul, ce qui reste quand même une valeur considérable, même quand on ne prend pas en compte les contraintes, on arrive à des probabilités faibles de déplacer ces valeurs. Mais peut-être, et c'est tout à fait envisageable, que derrière, il y a des processus qui n'ont pas été pris en compte. Typiquement, c'est un exercice qui a été fait par des collègues américains, où là, on part d'une calotte à l'actuelle, tout le climat est basculé dans un climat beaucoup plus chaud, et on autorise des processus d'hydrofracturing, c'est-à-dire que l'eau va pouvoir pénétrer dans les crevasses et va faciliter la propagation des crevasses, ce qui est effectivement observé au Groenland, mais qui n'est pas du tout observé en Antarctique, et pour cause, la fonte de surface est négligeable, si bien qu'il n'y a pas d'eau. Mais on pourrait imaginer que dans un futur, l'eau apparaisse. Et également des considérations sur la rupture des cliffs, des falaises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'observe pas de falaises de glace de plus d'une centaine de mètres de haut, parce que mécaniquement, elles ne peuvent pas y résister. Donc si jamais on commence à rentrer dans l'hypothèse qui est faite derrière, c'est que si jamais on commence à avoir des falaises trop hautes, elles vont s'effondrer d'elles-mêmes et participer au retrait. Dans ce cas-là, les shelves, les ice shelves, les plateformes de glace ont tendance à se fracturer très vite, le retrait est extrêmement important et on conduit à une contribution de l'ordre de 17 mètres de contribution au niveau de la mer pour l'ensemble de l'Antarctique sur des échelles de temps qui sont de 5000 ans. Ceci étant dit, ces processus sont extrêmement paramétrés dans le modèle et c'est des choses qui restent évidemment à affiner si c'est vraisemblable ou pas et à quel point ça peut l'être. Si vous deviez retenir 3 messages de ce que j'ai raconté, je vous conseillerais de retenir ceci. Le Groenland aujourd'hui contribue au niveau de la mer, ça c'est Benoît qui l'a raconté, mais surtout la contribution serait vraisemblablement limitée à l'échelle de 2100 à 50 cm de niveau de la mer pour cette contribution-là des 2 calottes, ce qui reste un chiffre considérable. Et bien entendu, elle ne s'arrêtera pas là, ce n'est pas en 2100 que le niveau s'arrêtera. J'espère vous avoir convaincu également que le Groenland et l'Antarctique étaient proches de points de bascule, ce qui rend les prévisions extrêmement compliquées. Et enfin, si on veut améliorer ces projections à l'avenir, il y a 2 champs de recherche qu'il va falloir creuser. Des champs qui ont trait à la glaciologie pure, qui sont ces processus de calving, de friction à la base, d'hydrofracturing, comme j'ai parlé, et quand on vient à l'hydrofracturing, tous les processus de couplage avec l'atmosphère, l'océan et le couplage entre ces différentes composantes. Je vous remercie pour votre attention.